On a toujours eu cette ambition-là de dire qu'on voulait créer une chaîne. La standardisation au sein d'une entreprise, là, c'est une heure de la guerre. Je me souviens encore avec mon partenaire, avec le vertige, là, vraiment faire « OK, on est-tu vraiment en train d'acheter comme pour 600 000 d'appareils? » Cécile, enchantée. Salut, mon Dieu, on se sort la main, Yes! Écoute, très content de faire ce podcast-là. Donc, aujourd'hui, en fait, on va parler de Clinique Viva avec Cécile, qui est propriétaire. Yes. Puis, dans le fond, le premier épisode, ça va être sur le parcours de A à Z de la Clinique Viva jusqu'à 6 succursales à Québec, Lévis. Puis, écoute, je serais curieux de savoir un peu une description de toi en 2 minutes environ, puis un fun fact sur toi que le monde ne savent pas. OK, on part ça. Ben, mon background, tu veux dire un peu pour me rendre à... Pourquoi j'ai commencé Viva un petit peu? Ouais, un peu ton why, pourquoi t'as fondé ça? Écoute, ben, en fait, moi, je suis pas issue du domaine de l'esthétique. Il faut savoir ça. Déjà, en partant, les gens pensent que, bon, d'être dans le médico-esthétique, nécessairement, soit que j'étais infirmière ou technicienne avant, mais vraiment pas du tout. En fait, moi, j'ai fait un bac en psycho à l'Université de Laval. J'ai comme toujours été passionnée vraiment par les relations humaines. C'était plus une passion que de vouloir faire ce métier-là en bout de ligne. Et j'avais la fibre entrepreneuriale. On dirait que j'avais comme ça en moi. C'est dur à expliquer, là, le pourquoi, mais je voulais vraiment être en affaires. Est-ce que tu avais ta famille ou des gens proches de toi? Pas tant que ça, je te dirais. J'avais des tantes qui avaient un magasin de meubles. Okay. Donc, peut-être que oui, ça a quand même été un certain modèle. Mais tu sais, moi, mes parents étaient fonctionnaires. Tu sais, j'avais pas nécessairement directement dans ma famille là, quelqu'un qui était en affaires. Mais c'était comme en moi. On dirait qu'avec mes forces, mes faiblesses, ma personnalité, j'avais comme envie là, de sortir du cadre, peut-être un petit problème avec l'autorité aussi, on the side. Non, mais dans le sens où je voulais comme créer quelque chose, rêver, être mon propre boss, avoir vraiment comme que ça soit un peu sky is the limit. Et ben, on dirait que dans l'entrepreneuriat, c'était vraiment vers ça que ça me parlait. Fait que je suis allée faire un MBA en gestion des entreprises après mon bac en psycho. Okay. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une belle occasion d'affaires qui s'est présentée à moi et à nous, en fait, parce qu'on est 2 dans l'entreprise. Là, chez Viva, on est 2 actionnaires, moi puis mon meilleur ami d'enfance. Et l'occasion d'affaires, en fait, c'était super simple. C'était d'avoir trouvé un local qui était déjà super bien aménagé en termes de clinique. Fait qu'on n'avait pas d'investissement à mettre au départ pour, dans un local. Et mon associé, Simon, en fait, lui, il est podiatre. Il venait d'acheter un laser pour la podiatrie qui rentabilisait pas nécessairement. Et ce laser-là, ben, on pouvait l'upgrader pour faire de l'épilation définitive puis des traitements avancés pour la peau. Donc, moi, je me suis dit, ben écoute, on a un local, on a une occasion avec le laser qui n'est pas rentabilisé. Fait qu'un coût de départ qui est comme à 0, qui est pratiquement nul. Puis moi, j'avais un plan d'affaires à faire dans le cadre de mon cours au MBA. Fait que c'est en même temps que la fin de ton cours? Oui, c'est ça, exactement. J'ai fait mon plan d'affaires, puis quelques mois après, ben, j'ai engagé une première esthéticienne. J'ai ouvert, puis ça a vraiment commencé comme ça. Donc, ma petite histoire, c'est un peu ça. Et fun fact, mon Dieu, je suis maman de 3 enfants. C'est pas vraiment le fun, mais pour les gens ne le savent pas nécessairement. Donc voilà, je dirais avec ça. Ben, c'est bon, félicitations pour ça, c'est cool. Parce que moi, je suis pas encore d'enfant, mais ça va arriver. Je me demande, après la première ouverture, est-ce que c'était déjà une vision qui est arrivée rapidement de dire on va en ouvrir d'autres plus tard? La vision que tu avais au départ de Viva, ça laisse rendre où? Oui. On a toujours eu cette ambition-là de dire qu'on voulait créer une chaîne. On voulait pas nécessairement créer une chaîne puis que ça devienne impersonnel. C'était super important pour moi d'avoir vraiment de garder les valeurs fondamentales qui étaient vraiment orientées vers un service qui était personnalisé, humain. Je voulais pas être dans le superficiel non plus, là, avec, en esthétique. Moi, de base, j'étais pas une adepte des soins médico-esthétiques. Fait que je voulais vraiment comme me démarquer, d'offrir quelque chose qui était hyper comme transparent au niveau des attentes. Je voulais m'adresser à monsieur, madame, tout le monde, pas nécessairement justement les gens qui sont très connaissants de ces genres de traitements-là. Fait que quelque chose qui était quand même à mon image. Mais oui, on avait toujours cette idée-là, en fait, de dire que, ben, on pouvait répondre aux besoins puis aux préoccupations d'un grand nombre de personnes. Et, ben, pour ça, ben, c'était quand même bien aligné de dire qu'on pouvait créer une chaîne autour de Viva. Donc, mais ça, on n'avait aucun moyen financier au départ, là. Tu sais, le levier financier était nul dans le sens où je pense que j'avais comme $8 dans mon compte en banque quand j'ai starté ça. Puis,
Puis, tu sais, on est allé chercher une marge de crédit. C'était le seul petit buffer, coussin qu'on avait, une marge de comme 15 ou 20 000, je pense, à l'époque. Puis, ben, tu sais, c'était comme, ben, il faut faire avec ça, sinon après ça, il y a comme pas d'autre chose. Fait que même si on n'avait pas nécessairement de levier financier, on avait cette idée-là en tête qu'on pouvait éventuellement rivaliser avec les meilleurs parce qu'on sentait qu'on avait comme vraiment une mission d'entreprise qui allait parler à beaucoup de monde. Ça paraît dans vos réseaux sociaux, Ouais. dans les services que vous offrez. Tu sais, moi, je suis allé voir, puis il y a des soins que je savais pas qu'ils existaient, puis qui peut, comme tu as dit, monsieur, madame, tout le monde, les gars, les filles, les plus jeunes, les personnes plus âgées, vous allez vraiment chercher des soins pour aider le plus grand nombre de gens. Oui, bien, c'est vraiment ça. La mission, c'est de rendre le médico-esthétique accessible à tous. Puis ça, bien, on l'a trouvé vraiment tôt dans les débuts de l'entreprise. Puis ça nous porte encore aujourd'hui, puis c'est vraiment encore complètement d'actualité, là. Puis le modèle franchise ou être propriétaire de toutes les succursales, est-ce que vous avez réfléchi à ce modèle d'affaires-là? Oui. Je te dirais qu'au fil des années, tu sais, en 14 ans, on a toujours fait nos choses par nous-mêmes. Chaque dollar, des petits dollars au début de profit, était réinjecté dans l'entreprise. Et, ben en fait, là, ça s'est vraiment fait. D'année en année, on avait toujours un projet, soit d'ouvrir une clinique ou d'en agrandir une autre. Fait que, tu sais, vraiment, chaque clinique a été doublée de superficie. On a... fait que vraiment, là, tu sais, ça s'est bâti pierre par pierre, le réseau, là. Et j'ai pas senti le besoin soit de franchiser avant ou quoi que ce soit. Nous, on est vraiment comme situés qu'à Québec. On voulait être super fort à Québec, prendre le marché, là, tu sais, comme complètement d'une même ville. Et ben, dernièrement, on a ouvert Saint-Romuald aussi. Fait que c'est un marché qu'on va chercher un petit peu aussi. Mais c'était ce choix-là de dire, ben on reste 2 actionnaires. Mon partenaire d'affaires, il n'est pas nécessairement impliqué dans l'entreprise. Là, fait que c'est vraiment moi qui ai comme les rênes depuis le jour 1. Mais c'est ça, j'ai pas vraiment ressenti le besoin. Là, je te dirais, j'aime ça me donner une année, tu sais, un mot pour chaque année. Là. Puis cette année, c'est une année un peu... mon mot, c'est ancrage. Fait que je veux vraiment, tu sais, m'asseoir, me grounder, pas de projet d'envergure parce que les dernières années, ça a vraiment roulé. On a eu des gros projets. Fait que je veux vraiment m'assurer que mes bases sont hyper solides puis de regarder justement what's next. C'est quoi je sens que c'est un petit peu un point tournant dans l'entreprise où là, si vraiment on veut avoir une expansion plus importante dans d'autres villes, mais genre probablement avoir besoin de partners. Et là, il y a différents modèles qui se présentent à moi. Fait que ça se prépare quand même d'avance. Puis je suis dans cette préparation-là à différents niveaux. Là, même au niveau fiscal, je me suis bien entourée pour avoir une structure qui me permet après ça d'avoir un petit peu toutes les options devant moi pour la forme que ça pourrait prendre par la suite. L'année d'ancrage, on en a parlé avec André-François Blanchette. Là. Il disait que lui, sa croissance, c'est vraiment un escalier. Puis c'est un truc qui donnait aux autres de croître, stabiliser, croître, stabiliser. Puis peut-être ton année d'ancrage, elle va te permettre d'aller plus haut dans la prochaine année. C'est super important parce que, je veux dire, ça va vite. Puis la manière de gérer une entreprise qui a 25 employés, qui en a 40, qui en a 70, c'est vraiment pas... je veux dire, il y a la croissance, mais il faut qu'il y ait toutes ces manières de faire-là. Les opérations changent. Puis, ben il faut se permettre... faut avoir un temps entre chaque. Fait que je suis vraiment d'accord avec ça. Là, Une des choses qui me passionne le plus, en tout cas dans ta croissance, c'est l'équipe. Moi, je suis vraiment passionné par le leadership. Comment tu as fait pour bâtir une aussi grosse équipe? Rapidement, là, on parle de 65 personnes, c'est ça environ? Oui, environ 70 employés là, présentement, oui. Ben écoute, ça s'est fait... Tu sais, une culture d'entreprise, ça se bâtit pas du jour 1. Tu sais, je pense que souvent, il y a des gens qui posent la question « Hey, mais comment tu fais pour avoir une belle culture? » Parce que je pense que c'est une de nos forces chez Viva. Les gens sont... Tu sais, je pense que les employés sont super bien traités. On est... Tu sais, il y a vraiment un plaisir puis une harmonie au travail. Mais ça se bâtit pas du jour au lendemain. Là. Il y a vraiment comme un choix depuis le début, en fait, de mettre l'employé au cœur des préoccupations. Tu sais, moi, ça a vraiment comme toujours été ça. Le fait de ne pas faire de traitement, tu sais, moi, je suis pas issue du domaine, m'a, je pense, beaucoup aidé dans le succès de Viva, du fait que j'étais pas... Mon temps était vraiment destiné à mon entreprise. Et non, j'avais pas un 35 heures à mettre en cabine à faire des traitements. Puis souvent, dans le domaine du médico-esthétique, c'est ça qui se passe. Donc vraiment, moi, j'ai investi mon temps dans tous les autres aspects autres que celui de faire les traitements. Et donc, mettre vraiment au cœur de Viva l'employé, mon background aussi en psychologie, je pense ma manière d'être. Il y a comme quelque chose qui est en moi un peu, qui fait qu'une de mes grandes forces, justement, c'est le leadership, c'est d'avoir vraiment cette
c'est ce petit truc-là qui est en moi, qui fait partie de ma personnalité, de bien traiter les autres avec respect, avec bienveillance. Puis ça, ben, au final, au fil des années, ben, ça se bâtit graduellement une équipe, puis ça fait en sorte que là, tu as vraiment un sentiment, les filles ont un sentiment d'appartenance vraiment fort pour la clinique. Il y a vraiment une culture d'entreprise aussi qui se travaille au day-to-day, là, tu sais. C'est vraiment la constante, je te dirais, depuis le jour 1 par rapport au fait de comment on peut être la meilleure version de nous-mêmes au travail, de ne pas se laisser s'enliser là, dans des relations, des fois, au travail qui peuvent être toxiques ou quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment piquée là-dessus. Ah, c'est bon, ça. C'est super important, ouais. C'est vraiment cool. Puis là, vu que toi, tu es plus axé leadership, as-tu justement, comment tu as fait pour bâtir ton corps, peut-être, une personne, justement, tu me parlais avant le tournage, plus marketing, comment tu t'es structuré en haut pour gérer toute ton équipe? Ben, je te dirais que moi, ça a quand même été long avant que j'ai des gens autour de moi. Là. Ouais. J'avais tous les chapeaux au niveau des RH, au niveau du marketing, développement des affaires, je gérais mes réseaux sociaux. Ça fait à peu près 4 ans là, que j'ai des gens, puis on a développé vraiment des sphères dans l'entreprise au niveau du marketing, au niveau des RH, au niveau des opérations, au niveau de la formation aussi. Donc, ça s'est fait quand même rapidement. Puis ça a été quand même un bon défi pour moi, en fait, dans le sens où fallait que je sois capable de déléguer. Puis, ben là, ça, c'est un apprentissage quand même, d'être capable de déléguer certaines tâches, de comprendre que ça va pas nécessairement se faire exactement comme je voulais, puis que, ben finalement, ça va me permettre d'en faire plus. Mais je pense qu'au moment où on a vraiment ouvert des postes, j'étais vraiment rendue là, dans le sens où je sentais que là, j'étais comme en train d'en échapper par-ci, par-là, parce que là, j'en avais juste trop sur les épaules. Fait que ça s'est quand même bien fait, là, tu sais, c'est graduellement une première personne au marketing, là, présentement, sont 3 au niveau, tu sais, t'sais, à partir du moment où on sent qu'une personne est comme vraiment surchargée, puis on s'est assuré qu'elle était efficace dans son travail, parce que des fois, c'est pas d'engager plus trop rapidement. Il faut vraiment s'assurer de dire, OK, es-tu vraiment à pleine capacité? C'est ça, je voulais saluer Sarah, là, qui a pris contact avec nous. Ouais. Tellement un beau contact avec elle, un feedback qui était rapide, qui était simple, qui a apporté des super bons points. Fait que c'est cool d'avoir quelqu'un qui te représente comme ça, c'est cool. Oui, puis c'est super important justement de s'entourer de gens qui vont avoir un peu la même approche que toi, la même vibe. Puis ça passe par l'embauche. Moi, je fais vraiment attention je veux que, ça va au-delà des compétences. Moi, c'est important, je fais tout encore les embauches parce que je veux qu'il y ait ce fil conducteur-là. Tout le monde a sa personnalité, mais c'est important d'avoir un fil conducteur au niveau des valeurs, au niveau de la manière d'être. Et une fois que cette personne-là est engagée, moi, je mets énormément de temps, justement, pas pour dire, ben OK, ça va être ça, les tâches. Non, c'est quoi Viva? C'est quoi nos valeurs à nous? C'est quoi nos manières de faire? Comment on veut s'adresser aux autres? Fait que c'est vraiment un temps que, j'appelle ça le guide d'employé. C'est une formation que c'est moi qui donne encore. Pour moi, c'est le point de départ. C'est le cœur de Viva. Puis c'est ce qui fait qu'après ça, ben, on avance tout le monde ensemble. Puis il y a cette cohésion-là au sein de l'entreprise. Puis tu n'as pas quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas alignées nécessairement avec l'image que tu veux projeter ou les valeurs de l'entreprise. Au niveau technique, médico-esthétique, tu disais que tu n'as pas eu l'expertise de faire ces soins-là. Comment tu as été trouvé les meilleures personnes pour donner les soins puis bâtir cette équipe plus technique? Très bonne question. Je te dirais que, au départ, j'ai vraiment engagé une première esthéticienne là, parce qu'on faisait quand même de l'esthétique un peu plus traditionnelle. Okay. C'était pas nécessairement des médecins et des infirmières. Là, oui, c'est ça. Il faut être docteur ou médecin? En fait, mon équipe est vraiment composée de techniciennes laser qui ont fait une formation de base en esthétique. Après ça, des formations avancées pour être capable d'opérer les technologies. Okay. J'ai des infirmières cliniciennes, puis des médecins. Mais au départ, ça, c'est parce que l'offre de service a vraiment comme évolué dans les années. Au départ, là, on faisait de l'esthétique quand même de base. Là, on faisait des cils, des pédicures. On n'est plus là du tout. Là, ça fait quoi? Ça fait 13-14 ans. On n'est plus là du tout, mais c'est ça. Fait qu'au départ, c'était principalement des esthéticiennes, des techniciennes. Moi, j'ai pas...
sais, jamais fait de traitement, mais j'étais comme curieuse, évidemment, de comme savoir comment ça fonctionnait, les appareils. Tu sais, moi, j'ai fait des études, j'aime ça, comme apprendre. Donc, moi, j'ai fait les formations. C'est moi qui faisais les résumés des formations pour qu'on ait vraiment à l'interne déjà des standards, qu'on soit... tu sais, fait que moi, ça a toujours été comme super important, tu sais, la formation continue chez Viva parce que, en plus, que moi, je n'étais pas issue du domaine. Donc, on faisait venir des formatrices, même si la personne avait eu sa formation une première fois, on le revoyait une deuxième fois, une troisième fois. Tu sais, notre Bible, là, en fait, de protocole puis de service, ça fait 14 ans qu'on la fait évoluer constamment. Puis elle a pas... tu sais, on rajoute encore des affaires puis on optimise certaines choses encore. Ça permet que toutes les personnes que tu as travaillent un peu de la même façon, la même lignée, d'avoir une Bible, comme tu parles. Bonne idée d'implanter ça dans l'entreprise. Bien, ça, dans l'idée qu'on avait de développer, tu sais, plus qu'une clinique, on a toujours eu ça en tête. Garder les standards. Oui, c'est ça. La standardisation au sein d'une entreprise, là, c'est le nerf de la guerre. C'est difficile quand même. Là. Puis, tu sais, justement, quand tu as une progression qui est des fois plus rapide, bien, ça a été là, pendant... Je te dirais que là, c'est super bien maîtrisé. Là. On a comme tellement nos cadres, on a nos outils, même... Je veux dire, ça va, la standardisation, ça va au niveau de l'approche, mais tu sais, on a une formation pour l'approche client. C'est pas juste le choix de paramètres ou comment manipuler l'appareil. Ça va, bien évidemment, au niveau des lieux aussi. Oui, puis on est beaucoup dans l'intimité des gens aussi, dans vos soins, fait que de rendre la personne à l'aise. Absolument. Ça paraît beaucoup dans votre message. Puis moi, c'était super important, justement, que, ben, en fait, tu sais, le mot accessible que je vous parlais tantôt, c'est un peu ça, c'était de l'idée de dire que, ben, on veut rendre le médico-esthétique accessible à tous et le fait, ben, en fait, d'avoir plusieurs succursales dans une même ville, puis le fait qu'on s'adresse vraiment à l'étudiante, la mère de famille, la personne là, tu sais, qui est comme occupée, si la personne elle rate son rendez-vous, bien, elle est capable rapidement d'en avoir un demain matin avec une autre technicienne dans une autre clinique parce que tout est en réseau. Tu sais, le mot accessible, il veut dire ça aussi pour nous. Mais pour ça, ben tu peux pas dire, ben OK, cette technicienne-là, à telle succursale, a fait un soin du visage de telle manière, puis quand je m'en vais dans une autre succursale, c'est autre chose. Fait que, tu sais, si je voulais offrir ça, c'était super important d'être hyper picky sur, justement, la manière de faire, la manière de travailler et de laisser aucun détail au hasard, là, tu sais, vraiment. C'est vraiment une belle vision. Après ça, si tu veux en ouvrir une autre, ben la trace est déjà faite. Là. Ben, je te dirais qu'on est prêt pour ça. Là. Je veux dire, même le look des cliniques a été réfléchi. Je sais exactement c'est quoi ma couleur, c'est quoi. Ouvrir une clinique, c'est rendu relativement facile dans le sens où on a toutes nos guidelines par rapport. Puis on a aussi des partenaires que ça fait longtemps qu'on travaille avec eux. Moi, je veux dire, OK, parfait, je sais qui appeler pour construire la clinique. Je sais, j'ai ma designer que ça fait des années que je travaille avec. Fait que c'est ça qui est beau d'évoluer puis d'avancer en affaires. Tu te crées des liens de confiance, des gens avec qui tu as l'habitude de travailler. Puis là, bien, on a vraiment comme créé, c'est ça, là, quelque chose qui est facilement duplicable, en fait. Ça, c'est vraiment cool. Une des questions que j'aime bien poser, c'est quoi une des choses que tu as vécues qui était le plus difficile, le plus gros enjeu, puis que tu as réussi à surmonter en affaires? Le plus gros enjeu, je te dirais, bien, on dirait rapidement, là, qui est la COVID. Là. La COVID, ça ressort quand même souvent, ça. Ouais, j'imagine. Parce que pour vrai, pour les entrepreneurs, ça a été vraiment difficile. Puis pour nous, en esthétique, ça a été doublement difficile parce qu'on a été impactés de manière vraiment intense avec des fermetures qui ont duré plusieurs mois. C'est nécessaire, pour, contrairement à genre l'épicerie ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Exact. Nous, c'était des fermetures complètes pendant 3 mois de temps. Puis là, ben, tu parlais de leadership tantôt, il fallait vraiment... à être fort au niveau du leadership. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que tu es considéré comme un... T'sais, moi, je me dis, là, je suis le capitaine de bateau. Là, les filles, ils comptent sur moi. Si moi, j'ai l'air déprimée, comme que je gère pas mes émotions ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que je veux dire, je transmets un message comme quoi, oups, là, on n'a peut-être plus de capitaine. Et donc, ça fait en sorte que les gens peuvent partir. Puis dans mon domaine, dans l'industrie, les premières fermetures ont vraiment fait mal à plusieurs entreprises parce que c'est pas un domaine où les filles ont des études. Tu sais, je parle des esthéticiennes à la base. C'est pas comme, exemple, si tu as fait un bac à l'université puis une maîtrise. Il y a beaucoup de personnes qui ont finalement dit « Hey, moi, je vais me réinventer dans une autre carrière, tout simplement, parce que là, c'est incertain. » Puis il y a beaucoup d'entreprises qui, au moment où ça a réouvert, ben, en fait, il y avait juste plus de staff. Le staff était parti
dans d'autres domaines parce que, tu sais, avec raison aussi. Fait que moi, ça a été un gros défi de garder soudé mon équipe, de les motiver, tu sais, qu'ils sentent, là, tu sais, j'étais vraiment comme porteuse d'espoir, comme quoi il allait avoir une réouverture. Mais, tu sais, à ce moment-là, moi, je savais pas, là, ça va être quand, comment, c'est quoi qui s'en vient pour nous. C'est vraiment l'incertitude complète. Donc oui, au niveau du leadership, je pense que ça a été comme une de mes plus belles réalisations, là, d'avoir su garder l'entièreté de mon équipe et d'utiliser ce moment-là, en fait, cette pause-là pour faire d'autres projets, en fait. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, là, tu sais, j'ai eu un petit 24 heures où j'étais comme, ben voyons, c'est quoi qui se passe, là? Puis on s'est retroussé les manches, puis on a fait vraiment des beaux projets. On a numérisé l'ensemble du réseau, là, tu sais, on était papier avant, on est devenu vraiment numérisé. Ensuite de ça, on a lancé une boutique en ligne avec nos achats de produits. Tu sais, des genres de projets que tu n'aurais pas nécessairement le temps de faire dans un court laps de temps, puis que là, tu fais comme, hey, let's go, on se retrouve les manches, on en profite. Bam. Oui, c'est ça. Ouais, cool. Et des fois, des épreuves comme ça peut être un levier, genre, incroyable pour d'autres projets. Là. Moi, j'ai une question aussi que j'aime beaucoup poser. C'est l'entrepreneuriat, moi, je le vois vraiment comme un marathon. Puis tu disais que tu as bâti pierre par pierre ton entreprise. Y a-tu un élément qui te vient en tête qui t'a permis de prendre le step de plus? Qu'est-ce que la croissance allait, puis là, on prend un autre step, ça grossit plus vite? Je te dirais, il y a eu, en fait, 2 points tournants. Il y en a eu un où on a été les premiers à Québec à acquérir la nouvelle génération de laser, là, qui est le laser Triton. Puis, tu sais, c'était pour nous, à l'époque, c'était vraiment un gros investissement. Là, parce que moi, à l'époque, j'avais 3 succursales et, tu sais, on voulait standardiser puis avoir le même appareil dans les 3. J'avais fait mes études. Je savais que c'était vraiment le best sur le marché, mais c'était hyper dispendieux, les appareils. Tu sais, c'est des appareils au-dessus de 200 000, là, l'appareil. Donc, je me souviens, ce moment-là, d'acquérir 3 appareils en même temps puis d'investir quand, tu sais, je veux dire, tu n'as pas nécessairement la garantie que ça va être un succès par la suite. Tu sais, vraiment, je me souviens encore avec mon partner, on avait le vertige, là, vraiment, faire, OK, on est-tu vraiment en train d'acheter comme pour 600 000 d'appareils live, là, avec la petite signature? Et, tu sais, finalement, ça a été un des meilleurs moves parce que c'est le meilleur appareil sur le marché. Il y a eu un énorme engouement autour de ça, puis ça nous a vraiment propulsé comme étant la référence à Québec pour l'épilation définitive. Puis ça a vraiment fait level up là, la business, assurément. Là. C'est intéressant, vous êtes les premiers à Québec. Comment vous l'avez vendu à votre clientèle, cette machine-là? Bien, comme étant, justement, c'est que c'était un appareil qui amenait un paquet d'avantages par rapport à ce qui se faisait avant. C'était un peu une révolution dans le monde de l'épilation définitive. Fait que tout simplement, là, on a vraiment mis tous nos efforts marketing dans ce choix-là qu'on avait fait. C'est comme si on avait comme vraiment misé, là, genre, OK, on y va all-in avec ce move-là, donc même au niveau du marketing. Puis, après ça, les gens étaient contents, ils voyaient les résultats. Donc, il y a eu un bouche à oreille incroyable, ajouté au marketing, ajouté au fait qu'on a vraiment comme tout aligné notre stratégie, justement, marketing autour de ça. Puis, ça a juste fait skyrocket. C'est ça, parce que je pense que un peu dans n'importe quel domaine, là, le monde, il dit, ah, regarde, ça marche, je vais continuer à faire ça, mais là, il faut que tu apportes un nouveau service. Faut que tu prennes des risques en affaires, là, sinon, je veux dire, c'est... Puis de cibler votre clientèle dans le marketing, c'est la meilleure façon. Tu sais, tu as la vision, tu sais comment aller créer ton marketing pour aller chercher ces gens-là. Puis après, le bouche à oreille a fait son travail. Exactement. C'est vraiment ça. Il y a ça, assurément. Puis l'autre, je te dirais que c'est vraiment l'ouverture de la division médicale qu'on a faite il y a 3 ans, qui était quand même encore là un gros risque, là, puis un gros move, en fait. Puis ça nous a permis, en fait, rapidement, là, c'est que nous, on a vraiment l'offre de services du réseau Viva avec des traitements avancés, des plaçons définitives. Mais il y avait des services que ça faisait longtemps que je voulais rentrer, mais que j'avais pas soit d'espace dans les cliniques pour le faire, puis que je voulais vraiment bien les faire ce genre de service-là. Je pense au détatouage par laser, qui est un service hyper niché que tu peux pas prendre une fois de temps en temps. Il faut vraiment que ça soit des techniciennes d'expérience, mais quand c'est bien fait, je veux dire, c'est vraiment génial. Je pense aux injections aussi. Je voulais que le médecin se promène pas avec ses affaires puis qu'il vienne faire des petites journées d'injection par-ci, par-là. Fait que le fait de sortir vraiment les services que là, je trouvais qui fitaient moins dans le réseau, puis de créer vraiment une autre entité puis une division médicale avec là, vraiment des infirmières, médecins puis techniciennes vraiment d'expérience. Ça a vraiment permis, en fait, d'élargir l'offre de services, d'aller encore plus loin dans le médico-esthétique, puis de se positionner vraiment comme les leaders là-dedans. Là.
Tu as parlé de marketing, c'est une de mes passions, Oui. vu que j'ai une agence de marketing. Je suis curieux de savoir, tu sais, je suis allé voir vos médias sociaux, puis ça fonctionne vraiment bien parce que justement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde aussi qui pousse autant le marketing de l'avant dans le domaine de la santé. J'étais curieux de savoir comment vous avez mis ça en place pour justement que ça grossit vos médias sociaux puis que ça fait en sorte probablement de vous permettre de recruter du talent, tu sais, vous créez plein d'opportunités. Comment ça a fonctionné, le marketing, pour ça? Ben, au départ, c'est ça, tu sais, la stratégie marketing, elle évolue en fonction de ton budget marketing. Tu sais, au départ, my God, on avait tellement rien, puis on faisait des fois des petits coups d'épée dans l'eau, là, avec des petites actions de flyers, puis une petite pub à radio et compagnie. Puis là, à un moment donné, je me suis comme fait, je me suis dit, écoute, là, j'ai pas des beaux succès, je vais vraiment, qu'est-ce qui m'amène le meilleur taux de retour, le meilleur taux de conversion, retour sur investissement, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, pubs sponsorisés, Google Ads et Meta, en fait. Et je me suis dit, écoute, au lieu de diviser mon budget marketing, je vais vraiment que faire ça. Fait que n'importe quoi qui m'est... Parce que des fois, c'est tentant. C'est comme, OK, je pourrais peut-être faire telle ou telle affaire. Et j'ai vraiment, pendant plusieurs années, été complètement concentrée, puis focus, puis intransigeante par rapport à ça, de dire que non, je fermais la porte à vraiment toutes les autres sources d'opportunités nouvelles. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'était comme... C'est dur, là. Oui, c'est ça, c'était quand même dur. Mais c'est vraiment, ça a été un des meilleurs moves parce que, justement, ce qu'on avait besoin, c'était de se faire connaître. On voulait acquérir des nouveaux clients. On n'était pas rendu à faire de la notoriété puis des médias plus traditionnels de masse qui vont vraiment amener quelque chose de super intéressant. Mais on n'était pas rendu là. On n'avait pas le budget. Donc réseaux sociaux pendant plusieurs années uniquement, puis très promotionnel. On mettait vraiment de l'avant la promotion, des prix quand même agressifs, pas nécessairement les moins chers, mais vraiment, là, on en offre, nous, ça a toujours été ça, là, on a des prix qui ressemblent beaucoup à la concurrence, mais on en offre plus. Ça a toujours été ça. Bon, on y allait, c'est ça, avec des promotions. Et graduellement, là, avec l'évolution de l'entreprise, aussi le fait d'être entouré, puis là, de créer de créer l'équipe marketing, puis le fait aussi d'aller chercher des services qui sont pas nécessairement juste du roulement et compagnie, puis qu'on veut plus être dans la notoriété, je pense aux injectables. Là, on a fait évoluer cette stratégie-là, puis avec un budget qui était plus grand, là, on s'est dit, là, on rajoute telle ou telle affaire. Puis le mot, moi, c'est vraiment rayonnement. Je veux qu'on rayonne présentement, c'est ça depuis 2 ans avec les filles au marketing. Je veux qu'on rayonne sur tous les plans. Fait que là, on est à la radio dans 2 stations, mais on est comme là à l'année. On n'en fait pas. Au moment où j'ai dit oui à la radio, c'est de s'impliquer vraiment avec les autres. Là. Oui, c'est ça. On a une porte-parole. On est là. Quand je dis à l'année, c'est qu'on fait des petites pauses et compagnie, mais on ne va pas faire 2 pubs dans l'année. Ce genre de média-là, quand tu t'en vas là-dedans, il faut que tu y ailles à fond. Puis si tu le fais à moitié, tu vas être déçu parce que là, c'est en autorité. Au moment où on l'a fait, on était rendu là vraiment à se faire connaître, puis j'ai jamais regretté. Là, encore là, ça a été comme vraiment un next step au niveau de la notoriété de Viva. Là. Comme quoi, le marketing, souvent, je dis, c'est important d'être 360, d'être là partout. Tu sais, McDo, tout le monde sait c'est quoi. Mais pourquoi ils font des publicités encore partout? C'est parce qu'il faut que tu sois là partout. Tu maintiens ça, as des pubs plus notoriété. Je pense que justement, André-François Blanchette, il en parlait, des pubs, des panneaux sur le bord de l'autoroute. Ça va pas aller chercher tant de clients, c'est juste, hey, wow, c'est shaker quand même, c'est hot. Là, tu crées il faut que tu crées le lien, comme inconsciemment dans la tête des gens, à dire, si je te pose une question, c'est tu vas où dans une clinique médico-esthétique à Québec, mais c'est Vivant. Ouais. Pour ça, c'est pas juste parce qu'ils ont vu une pub une fois, c'est que tu as martelé de différentes manières. Puis moi, il y a aussi, au niveau du marketing, j'aime ça, faire les choses différemment. Aller dans des places où on penserait pas qu'une clinique médico-esthétique irait nécessairement. Je pense récemment, on était partenaire pour l'événement Bulle et Whisky à Québec. Ah ouais, OK, Bulle et Whisky, médico-esthétique, à quel point... mais écoute, on a fait des rencontres tellement le fun. Fait que sortir de comme ce qui se fait déjà dans l'industrie puis de faire les choses un peu différemment, c'est ce qui fait en sorte que c'est comme, c'est intéressant à voir. C'est comme, c'est dans mes cool, il était là. Puis là, ça rayonne, ça sort de la concurrence. Exactement. Très fort. Nice. C'est l'expérience que tu avais de savoir qui l'on est en croissance, dans les réseaux sociaux, qui l'on est en notoriété. C'est-tu des notions que tu as appris à l'école ou tu as appris ça comment? Oui, un peu de par mon MBA, mais je te dirais que le gros, c'est vraiment l'expérience. Puis je pense que c'est le flair des affaires, le flair de prendre les bonnes décisions. Il y a comme quelque chose qui ne s'apprend pas, tant qu'à moi, dans les livres. Puis il faut vraiment que tu y ailles avec ton instinct. Fait que d'être patient, mais
je pense que quand tu es vraiment collé et tu es impliqué vraiment dans ton entreprise, ben, tu le sais à quel moment tu es rendu à faire tel move. Là. Ben, c'est ça, il faut quand même être patient parce que oui, moi, j'avais comme des skills justement puis des connaissances en marketing puis mon Dieu que je voulais donc bien tout faire, mais à un moment donné, quand tu n'as pas le budget puis tu n'as pas nécessairement, tu sais, qui suit, ben il faut que tu fasses vraiment des choix à ce moment-là. Puis oui, ça serait vraiment génial, mais il faut que tu restes aligné pour que ton entreprise, elle soit viable aussi, là, tu sais, fait que c'est... il y a beaucoup de flair, je pense, là-dedans. L'intuition, il faut suivre son intuition. Ouais. Ça fait le tour pour le premier épisode. J'ai oublié de donner le défi. On le met-tu à la fin? Ouais, vas-y. Let's go. Donc, défi du jour. Pour tous ceux qui écoutent des podcasts, c'est bien beau d'écouter un podcast, mais comme j'ai dit, il faut passer à l'action dans la vie. Fait que là, je te mets au défi, contacte une personne pour établir un partnership pour ton entreprise ou appelle un de tes partnerships clés dans ton entreprise qui te permet d'aller full loin pour prendre de ses nouvelles, leur remercier, donner un petit cadeau. Puis, fait que c'est ton petit challenge de la journée. Puis, ben, merci beaucoup, Cécile, pour le premier épisode. On va se trouver pour le deuxième épisode. Donc, all right. Merci beaucoup.